Bonjour, je m'appelle Frédéric Rupa et ma présentation est sur l'apprentissage automatique. Peut-il être impartial? Donc, can machine learning be unbiased? Alors, si vous pensez que la technologie est neutre, c'est les humains qui sont biaisés, cette présentation est faite pour vous. Alors, je ne suis pas la première à parler des problèmes des biais algorithmiques. Si on regarde les publications des 3-4 dernières années, il y a pas mal de livres qui sont sortis pour traiter des problèmes relativement spécifiques avec Cathy O'Neill, Ruha Benjamin, Safia Noble, Meredith Broussard, Virginia Eubanks et Sarah Wachter-Buchter. Chacun traitant des problèmes algorithmiques dans des veines spécifiques contre le racisme, les problèmes de classe sociale et l'utilisation sexiste aussi et homophobe des technologies. Et donc, derrière, le milieu de computer science a vraiment commencé des efforts très sérieux pour essayer de s'attaquer aux biais qui venaient à travers ces algorithmes, donc le côté partial, justement. Donc, si on fait une recherche, par exemple, pour Deep Bias Algorithms, on voit très vite qu'il y a déjà 12 000 résultats dans Google Scholar. Alors, en tant que bon scientifique, il faut démarrer par la définition de c'est quoi l'apprentissage automatique. What is machine learning? Alors, clairement, on est sur un domaine d'analyse, on fait des analytiques à travers des calculs, et donc cette image est un peu une blague, mais la réalité, c'est que le machine learning ou l'apprentissage automatique, ça permet aux ordinateurs d'apprendre à travers des analyses d'expérience, souvent en forme de données ou bases de données, sans y être explicitement programmés. Donc, j'aime bien d'utiliser un quote de François Chollet, qui est le père, le créateur de Keras, qui travaille sur TensorFlow chez Google. Et il met très bien ce problème de définition, déjà dans cette croyance que l'IA est une intelligence relativement autonome. En réalité, l'IA, pour lui, c'est de l'automatisation cognitive. Et à l'intérieur de l'IA, il y a un domaine qui est le codage d'abstraction implicite, la manière dont il le définit. Donc, l'apprentissage automatique va être référé de ça. Donc, il dit, notre domaine n'est pas tout à fait l'intelligence artificielle, mais l'automatisation cognitive. L'étiquette intelligence est une erreur de catégorie. Le codage d'abstraction implicite, uniquement par le biais de données étiquetées, est bien plus pratique et polyvalente que la programmation manuelle d'abstraction explicite, donc là il parle de expert systems, pour toutes sortes de problèmes historiquement difficiles. L'automatisation cognitive est incroyablement utile, mais la génération autonome d'abstraction, donc l'IA au sens très large, est une toute autre créature. Quelle est la différence, vous vous demandez peut-être? L'adaptabilité à l'inconnu. L'intelligence est l'adaptation à des inconnus dans un éventail de tâches et de domaines inconnus. L'automatisation consiste au mieux à traiter de manière robuste des inconnus qui ont été identifiés sur des tâches connues, ce qui est déjà incroyablement difficile et nécessite beaucoup de ressources dans le monde réel, qu'il s'agisse d'ingénierie ou de données. Donc, quand on parle d'apprentissage automatique, il faut être relativement clair de quoi on parle. On parle de systèmes qui vont analyser donc cette expérience en général à travers des bases de données, appelées aussi des datasets. La manière dont ces données sont structurées va limiter un peu la façon qu'on va pouvoir s'en servir. Disons que dans le domaine de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé ou supervised learning, nous travaillons avec des données qui ont été labellisées. Dans cette image, c'est un chat, c'est un chien, ça c'est du spam, ceci c'est de la pornographie. Donc
La base de données qui va être utilisée pour cette construction de modèle est quelque chose qui a été construit avec beaucoup d'efforts, souvent de l'effort humain qui est souvent relativement invisible, et parfois il y a même de l'IA qui arrive à créer des labels pour d'autres données. Donc, c'est un peu méta. Mais bon, donc dans le domaine du supervised learning, nous sommes en général dans une problématique de classification, donc spam, pas de spam, ou de régression, faire des prédictions basées sur une analyse du passé. En dehors de ce domaine, il y a toute une problématique autour de ce qu'on appelle le unsupervised learning, ou l'apprentissage non supervisé, où nous sommes dans des données qui n'ont pas été structurées. Donc, le big data, par exemple, où il faut essayer de sortir les informations qui ont de la valeur, donc en faisant des procédures de ce qu'on appelle dimensionality reduction, ou de réduction de dimensions. Et on peut aussi faire des recherches pour essayer de trouver des groupes à l'intérieur de ces grosses données, donc du clustering. Et ça peut être utilisé, par exemple, pour des systèmes de recommandation, par exemple, chez Netflix ou Amazon, etc. En bas, il y a une dernière classe qui est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning. On a probablement plus l'habitude de faire ça avec nos enfants. Le reinforcement learning, nous sommes dans un cas où nous avons un agent qui est en train de faire des tests dans un environnement, et ce test continue jusqu'à arriver à une condition de gagner. En pratique, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on commence avec des données. En général, c'est des données qui ont été collectées d'une manière ou d'une autre. Ça peut être du travail qui a déjà été fait en amont par d'autres data scientists. Mais souvent, les données, quand on les récupère, elles ne sont pas prêtes à exploiter. Il faut passer beaucoup de temps à trouver les erreurs, les problèmes, les éléments manquants, comprendre qui est représenté dans ces données. Donc, on passe par la première étape qui est le scrubbing, qui est le nettoyage. Une fois qu'on est passé par cette phase avec du data qui est propre, il faut qu'il soit vectorisé. Il faut que cette réalité du monde se traduise dans des chiffres qui vont pouvoir être analysés par ces modèles mathématiques. Et donc, ces données vont donc, une fois qu'elles ont été vectorisées, être séparées en deux groupes, grande majorité en général utilisée pour l'entraînement, et une partie qui va être réservée au moins. Parfois, il y a même deux sections, mais au moins une section va être réservée pour faire des tests, pour valider que le travail est bien fait. Donc, l'algorithme est appliqué à ces données, le modèle commence à être construit, et à des moments, on va commencer à le tester. Donc, une fois qu'on est content avec ce modèle, il va être prêt à être appliqué à des nouvelles données qui vont venir de l'extérieur, qui elles-mêmes doivent aussi être nettoyées et vectorisées. Donc ça, c'est un peu le workflow traditionnel. Quand on considère que les 3 premières étapes peuvent représenter quand même environ 80% du temps d'un data scientist, c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes de workflow. Par contre, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le milieu. Il y a beaucoup moins d'analyse de ce qui se passe dans les datasets que les analyses de biais à travers les algorithmes. La gloire est un peu plutôt du côté des mathématiques, plutôt que l'accumulation des données qui est relativement moins intéressant pour les data scientists. Alors, qu'est-ce que le biais? Parce que ça, c'est l'autre chose qu'il faut se poser les questions, et cette idée que la technologie est neutre impliquerait qu'on arrive à enlever des biais. Alors, le biais, c'est un poids disproportionné en faveur ou contre une idée ou une chose, généralement d'une manière fermée, préjudiciable ou injuste. Les préjugés peuvent être innés ou acquis. Les gens peuvent développer des préjugés pour ou contre un individu, un groupe ou une croyance. En sciences et en ingénierie, un biais est une erreur systématique. Le biais statistique résulte par exemple d'un échantillonnage incomplet d'une population ou d'un processus d'estimation qui ne donne pas de résultats précis en moyenne. Tout cela se repose sur d'autres biais, et en particulier les biais cognitifs. Donc, c'est la manière dont les humains traitent de l'information. Ce sont des modèles systématiques de déviation de la norme ou de la rationalité du jugement. Certains sont des effets de règles de traitement d'information, c'est-à-dire des raccourcis mentaux a prioristiques que le cerveau utilise pour produire des décisions de jugement.
biais prennent diverses formes et apparaissent comme des biais cognitifs froids, tels que le bruit mental, ou des biais de motivation, dites chauds, comme lorsque les croyances sont déformées par des faux espoirs. Alors, les deux effets peuvent être présents en même temps. Le biais dans la prise de décision, les croyances, les comportements, les préjugés sociaux, les erreurs de mémoire, tout ça sont des biais cognitifs et il faut comprendre à quoi ils servent. Alors, avant de commencer, j'aime bien faire cet exercice de se poser la question, est-ce que j'ai des biais? Donc, suis-je biaisé? Alors, regardons un peu cette image, et là, on est un peu sur mon terrain de recherche doctorale, où je travaille sur le genre et la technologie. Donc, si je demande aux gens de décrire cette image, on voit un scientifique avec les bras croisés, il a l'air d'être dans un laboratoire, il sourit. Oui, donc voilà, c'est pas mal. Et puis quand je montre cette image-là, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on voit la même blouse blanche, donc c'est probablement une femme scientifique, elle est aussi dans un laboratoire, on remarque un peu les éléments dans l'arrière-fond. C'est une femme peut-être un peu plus âgée, on remarque les rides, les cheveux blancs. Donc voilà, c'est une femme scientifique. Et quand on continue, tout d'un coup, on commence à rentrer et faire des appels à des biais cognitifs qui nous aident à interpréter l'image, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc là, on voit encore cette fameuse blouse blanche. OK, c'est un scientifique, peut-être un technicien, d'origine africaine potentiellement. Il y a 2 collègues en arrière-fond. Il est aussi dans un labo. Et quand on commence à regarder la manière dont on utilise l'information pour remplir le vide, on commence à se rendre compte qu'on utilise un stéréotype et qu'on va faire des remarques à propos de toute déviation de ce stéréotype. Donc, le scientifique, qui est un homme blanc, on ne va jamais mentionner sa blanchitude, ni pour la femme, mais la femme, on va quand même remarquer que c'est une femme. Donc, les éléments qui vont commencer à ressortir vont donc être ces éléments qui vont nous dévier de cette idée qu'on a en tête de ce que c'est un scientifique. Alors, à quoi servent tous ces biais cognitifs? En réalité, ils ont un rôle relativement important. Ils réduisent notre charge de travail mental. Donc ici, ça nous ramène plutôt vers le travail de Daniel Kahneman avec Thinking Fast and Slow, où il y a essentiellement 2 systèmes de pensée. Un qui est automatisé, qui est une intuition de l'instinct. On n'est pas conscient qu'on est en train de prendre ces décisions, qu'on est en train de faire appel à ces biais cognitifs. Ils ont vraiment un travail de nous alléger notre travail. Par exemple, imaginez que vous êtes en train d'avoir une conversation en descendant les escaliers, votre cerveau va être mobilisé pour prendre l'information de la conversation et vous ne serez pas en train de réfléchir je dois marcher, descendre, tenir la rail. Tout ça, vous allez le faire par automatisme. Donc l'idée, c'est d'entraîner et de créer des habitudes qui nous permettent de focaliser notre attention sur les choses qui nécessitent beaucoup plus d'efforts, donc la pensée rationnelle. Et donc, ces biais cognitifs sont là pour faciliter justement ce travail implicite. Voilà. Et donc, quand on commence à regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme biais cognitif, il y a ce Cognitive Bias Codex de John Moonian, qui a quand même recensé un peu plus de 180 différents types de biais. Et on voit bien que dans ces moments de traitement d'informations et de prise de décision, on va faire appel à plein de différents biais cognitifs pour nous aider à gérer différents types de problèmes. Donc, il y a le problème où on est confronté à trop d'informations. Donc, là-dedans, quand il faut faire le tri, quel élément va devenir saillant? Quand il n'y en a pas assez, comment est-ce qu'on va construire l'information qu'on va pouvoir retenir? Comment est-ce qu'on fait un jugement de danger? Donc,
vraiment les réactions fight or flight, quand il faut prendre des décisions très vite. Qu'est-ce qui va être l'élément qui va ressortir en premier, qui va être interprété le plus vite? Et dernièrement, quand il faut faire le choix de quelle information va être stockée, certaines informations vont être plus faciles à mémoriser que d'autres, par exemple. Donc tous ces cas qui viennent dans des prises de décision vont faire des appels à des biais. Et donc, tout ça, c'est pour dire que c'est quasi impossible de s'en débarrasser. Voilà. Et donc, la raison que ces biais sont aussi stables, c'est aussi parce qu'ils sont répétés. Donc, souvent, les biais, que ça peut être du racisme, du sexisme, homophobie et compagnie, sont des valeurs qui vont être construites en général par un groupe, une société, par une culture. Et elle va être répétée et mobilisée dans des prises de décision, parfois de manière très inconsciente, parfois de manière un peu plus. L'idée de faire des jugements sur des personnes basées sur l'endroit où ils habitent, par exemple, ou la consonance de leur nom de famille, des choses comme ça vont mobiliser des stéréotypes parfois de manière assez discrète. Mais ce qui est très important, c'est que par cette répétition, ça ancre cette habitude. Et pour pouvoir en sortir de ces biais, en tout cas dans la manière dont les humains réfléchissent, il faut arriver à une crise. Il faut que il y a un moment où cet automatisme ne fonctionne plus, a créé un problème. Donc, il faut semer le doute. Du doute peut venir une vraie crise. Donc, le traitement aux États-Unis actuellement autour des problèmes policiers envers la population africaine-américaine est un moment de crise qui fait prendre conscience à beaucoup de personnes qui n'y réfléchissaient pas vraiment, par exemple. Donc, ça, c'est un moment qui est potentiellement douloureux, mais c'est absolument nécessaire pour enchaîner dans les prochaines phases qui seraient la recherche de nouvelles habitudes. Donc, remettre en question tous ces stéréotypes, c'est quelque chose qui prend énormément d'efforts, de temps, de répétition, de discussion, tout ça dans le but, idéalement, de retrouver des nouvelles habitudes. Donc, ce sont des cycles de croyances et d'habitudes qui viennent de la sémiotique pragmatique, que je recommande vivement pour bien comprendre que quand on est face à une production, que ce soit culturelle ou technologique, c'est un produit de la culture. Et parce que c'est des humains qui vont produire cette technologie, qui a un savoir qui est partagé et codifié, la technologie n'échappera pas au biais des humains, quoi qu'il en soit. Donc, le plus varié une équipe, par exemple, autour d'une table, le plus de chances qu'on a d'avoir des points de vue différents sur ces biais, que ces biais qui ne sont pas identifiés, qui sont pris comme élément par défaut, comme le fait qu'on est en train de traiter une problématique d'une certaine classe sociale comparée à une autre, ou essayer de contrôler une classe sociale comparée à une autre. Donc, tous ces problèmes sont des choses qui viennent vraiment de manière très importante dans la manière dont nous attaquons à la technologie. Donc, premier exercice qu'on va faire, on va rapidement regarder les sources de biais dans la pipeline de machine learning. Et je crois que j'ai un peu de retard. Donc, il y a les datasets, donc l'information qui va rentrer. Il y a la construction du modèle, qui est donc des instructions mathématiques par algorithme. Il y a la manière dont on va choisir de faire sortir cette information, et à la fin, c'est la manière dont ces prévisions vont rentrer dans la boucle. Je ne vais vous montrer qu'un petit exemple de problème de dataset, juste pour mettre en évidence les soucis qui arrivent ici. Donc ici, nous sommes sur ImageNet 2009, qui est une structure de base de données où il y a 14 millions d'images, qui s'est vraiment fait pour entraîner ce qu'on appelle le computer vision, la reconnaissance d'images.
Et ce projet a été fait pour que tous les labels soient créés par des individus qui sont recrutés et payés comme des tâcherons, essentiellement à la pièce. Et quand on fait des analyses, par exemple, dans cette base de données, on voit que la grande majorité des images viennent plutôt du monde anglo-saxon, plutôt du monde européen, et que les autres cultures sont vraiment relativement minoritaires. Par contre, c'est les autres cultures qui sont en train de fabriquer ces labels. Donc, quand on regarde ce qui se passe dans ces labels, les valeurs des cultures peuvent se traduire par des labellisations pour des personnes qui sont extrêmement problématiques, sexistes, racistes, homophobes. Et on voit un vrai problème qui rentre dans cet outil qui devient un outil général pour entraîner le computer vision. Donc, il y a un projet qui avait été fait de recherche déjà pour faire une analyse un peu justement combien de ces catégories des 3000 différentes étiquettes qui ont pu être recensées pour les humains. Et à la fin de leur procédure, il n'y en a que 159 qui est à la fois imageable, donc on peut imaginer un stéréotype avec ce type, avec ce label, et aussi qui n'est pas raciste, sexiste, donc qui est safe. Il y a un projet extrêmement intéressant par Boimwini et Gebru qui s'appelle Gender Shades, qui a fait des recherches sur le racisme implicite dans les algorithmes et les bases, les datasets disponibles en 2018. C'est un projet qui a eu beaucoup de recensées médiatiques. Et donc, à travers la recherche, ils se rendent compte que la reconnaissance faciale fonctionne bien, mais que pour les hommes blancs. Donc, ils ont testé des moteurs industriels de reconnaissance faciale qui étaient censés pouvoir reconnaître le genre. Et donc, ça marche relativement bien chez les hommes blancs, chez les femmes blanches aussi. Hein. Là, c'était 1% chez les hommes, 7% chez les femmes blanches. Mais dès qu'on arrive dans une population avec une peau plus foncée, il y a 12% de problèmes à identifier le genre chez les hommes d'origine africaine, par exemple, et 35% de mauvaise identification de genre chez les femmes noires. Donc, avec tout ça, pourquoi est-ce que c'est important? Ces algorithmes vont commencer à faire des tris. Par exemple, le choix de qui va recevoir certains types d'annonces pour des travails prestigieux, qui va être plutôt envoyé vers du travail moins intéressant. Plus beaucoup de temps. Donc là, je vais sauter ce problème. C'est un problème très récent qui a été recensé justement avec Zoom et Twitter, avec leurs filtres automatiques pour trouver les centres d'intérêt de manière automatique qui, bizarrement, ne considèrent pas les personnes noires comme ayant de l'intérêt pour l'image par défaut, donc très raciste. Ce racisme s'ancre dans d'autres processus beaucoup plus problématiques que juste la représentation. C'est déjà pas mal, mais là, c'est carrément dans le système légal où il va y avoir des mauvaises identifications pour le crime et pour la police prédictive, et aussi pour la récidive, qui va être envoyée en prison et qui ne va pas l'être. Finalement, il y a aussi un problème culturel, surtout pour les expressions d'émotions. Donc, il y a beaucoup de travail fait dans l'IA actuellement pour recenser ce qui se passe dans l'émotion, donc pouvoir le lire de manière automatique. Donc, les cultures peuvent l'exprimer de manière relativement différente. C'est pour ça qu'il y a très peu, finalement, de classes individuelles qui sont reconnues dans ce type d'exercice, cette en particulier. Donc, je ne vais pas passer du temps sur les autres. Très vite, je vais passer sur la problématique. Et un des grands problèmes, c'est vraiment la manière dont on est en train de définir ce que peut faire ou doit faire l'IA.
Le plus gros problème de biais, en particulier dans tout ce qui est les prévisions sociales. Donc, tout ça, c'est vraiment fondamentalement douteux. Ça reproduit exactement tout le racisme, tout le biais qui va être présent dans les données et les ancrer et avec une aura relativement neutre qui est très, très problématique. Par exemple, il y a des recherches très intéressantes qui ont été faites autour des soi-disant familles fragiles. Je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dedans, mais il y a d'autres tests qui ont été faits pour voir si les prédictions de machine learning pouvaient prédire, et les résultats sont désastreux. On utilise l'IA pour choisir qui va être appelé pour un interview. Donc, on l'utilise un peu comme gatekeeper pour les emplois, de nouveau avec des analyses de sentiments dans le langage qui est relativement problématique. On utilise l'IA aussi pour faire le contrôle et surveillance de différents types de minorités. Donc, ici, deux projets qui ont été très critiqués pour leurs approches pour essayer de déceler l'homosexualité à travers la structure des visages. D'autres résurgences de phrénologie et physionomie qui auraient dû bien disparaître au 19e siècle, ou même les années 30, et qui reviennent à travers des analyses d'images. Donc, par exemple, reconnaître les gens qui, soi-disant, marchent de manière malhonnête ou alors qui ont des visages malhonnêtes. Donc, si c'était juste une question de sourire, ce serait une chose, mais là, ça va carrément dans la structure du visage. Tout ça, c'est drôle si ça ne se transformait pas en produit et start-up. Par exemple, Deception, qui est israélienne, qui promet de pouvoir identifier les chercheurs, les terroristes et les gens intelligents grâce à une image de leur visage. Et je finirai par ce projet, le White Collar Crime Risk Zone, qui est un projet qui nous aide un peu à voir justement la manière dont les biais se manifestent, en particulier quand on regarde et comment on définit le crime. C'est vraiment le problème de l'idéation de ce que la technologie doit faire. Et donc, ceci, c'est un projet qui montre les crimes financiers à Manhattan et donne l'exemple d'un profil type. Je remets ce livre, je le recommande vivement. Et je finis probablement à 2 secondes de la fin. Voilà. Ah, désolée. Merci beaucoup. Ah non, mais c'était passionnant. Et puis, on en prendra encore, en fait. C'est absolument, c'est ça, c'est un problème de fond, de société, des gens aussi, probablement, et vous me corrigerez là, si je m'égare là, dans ce que j'ai compris. Mais c'est vraiment un problème de fond dans la façon dont toute l'IA a été pensée et faite, donc les personnes derrière, avec leurs biais, effectivement. Oui, alors, la solution, la façon de faire pour changer ça, est-ce que ça vient de l'éducation? Est-ce que ça vient de réglementer de façon à ce qu'on ait une base de données où on est beaucoup plus inclusif? Vous avez parlé aussi des problématiques de racisme. C'est un peu ça? Je pense qu'il n'y a pas une solution pour régler ces problèmes qui sont quand même relativement larges et complexes. Déjà, dans la création, ça aide d'avoir des variétés de profils. Donc, il y a non seulement dans l'identité homme-femme, les tranches d'âge, les classes sociales. Actuellement, l'IA, c'est vraiment un domaine où la vaste majorité, c'est plutôt des hommes de classe supérieure et donc qui sont en train de créer des systèmes auxquels ils ne vont pas subir les conséquences. Donc, le problème de mauvais calculs de récidive pour choisir qui va en prison ou pas, ben, c'est pas vraiment eux qui vont être confrontés à ce problème. Et donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent autour du mouvement qui s'appelle FACT, Fairness, Accuracy, Accountability et Trust, Trustworthiness, qui parlent justement de cette problématique. Donc, ça amène les social sciences à la table, avec la technologie, ça amène les designers à la table. Donc, ça, c'est
sur quoi je travaille. Je suis en train d'entraîner d'entraîner les designers pour pouvoir rentrer et jouer ce rôle éthique qui a une capacité d'un peu de sortir et de ne pas dire que automatiquement il faut mettre une couche de machine learning. Parfois, c'est des systèmes experts vont être plus précis et auront moins besoin de fignolement derrière pour essayer de rattraper tous les biais qui peuvent se manifester plus tard. Donc, c'est vrai que c'est un champ qui est riche. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus. La plupart des grandes boîtes qui, eux, ont l'argent pour créer les données, qui ont beaucoup d'argent à dépenser dans la recherche, sont ceux qui ont le plus de capacité actuellement à créer des groupes éthiques qui vont aider un peu à essayer de chapeauter ça, mais ça viendra aussi par la législation. Et quand les problèmes deviendront tellement grands, ça passera par les congrès, par les lois, donc c'est pour ça, de cette façon, qu'il faut que les gens travaillent en collaboration et de différentes sphères possibles. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait, Madame Cooper. Merci pour cette très bonne conversation et présentation. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.